Ça y est, les Giants ont dépensé la quasi-totalité de l'argent qu'ils avaient à disposition pour la free agency, à moins de grosses surprises. Normalement, on a quasiment terminé cette free agency. Donc, la grosse arrivée pour l'instant, ça a été James Bradberry, le cornerback qui nous vient des Panthers de la Caroline, qui est un excellent cornerback, une très bonne acquisition et qui va apporter de l'expérience à ces DB qui sont assez jeunes. La deuxième grosse arrivée, c'est Blake Martinez, donc là qui a fait un peu plus parler, puisque forcément on avait une préférence pour Littleton en tout cas. Beaucoup de monde aurait préféré voir Littleton arriver, et maintenant, voir Josh Hobart d'ailleurs, mais maintenant qu'on a Blake Martinez, voyons ce que nous avons avec ce joueur. Rappelons tout d'abord que s'il est là, c'est aussi parce que Patrick Graham, notre nouveau coordinateur défensif, l'a coaché, il le connaît, et je pense qu'il a eu un fort poids dans cette prise de décision sur quel linebacker on allait récupérer. On était quasiment sûr qu'on allait récupérer dans cette free agency un linebacker, on ne savait pas lequel. Les trois, c'était Martinez, Littleton et Schobert. On a récupéré Martinez, donc maintenant que c'est fait, voyons ce qu'on a avec ce joueur. Donc, il mesure 1m88, il fait 108 kg, un bon gabarit de linebacker, de middle linebacker surtout. Il a 26 ans, donc il est encore assez jeune, ça c'est assez intéressant. Il a joué 4 saisons jusqu'à maintenant avec les Packers. Il a signé un contrat de 3 ans pour environ 30 millions de dollars. La première année sera payée 14 millions, la deuxième année 8 millions 200 000 et la troisième année 8 millions 500 000. C'est un contrat en fait de quasiment 2 années, puisque si jamais on s'en sépare en année 3, on n'aura aucune dead money, donc on peut tout à fait s'en séparer si jamais il ne fait pas le taf en année 3. Si jamais l'année 2, on décide de s'en séparer, ça nous coûtera 5 millions de dead money. Bon, on ose espérer quand même qu'il fasse le boulot pour au moins 2 ans, et que même ça se passe mieux pour qu'on continue à garder par la suite. C'était un titulaire indiscutable sur au moins les 3 dernières années avec les Packers, et c'était vraiment le cœur de cette défense. Niveau statistique, qu'est-ce que ça donne ? J'ai comparé les années 2018 et 2019. Ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin quand on joue en NFL. Vous savez qu'on pourrait dire il y a 8 ans, ce joueur il avait tel stade, c'est super, on va le récupérer. Non, ça veut rien dire. Si on regarde 2 ans, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait il y a 2 ans ? Ça a encore du sens. Si on remonte à 3 ans, ça n'a plus trop de sens sur le joueur actuellement. Donc on remonte à 2018, c'est déjà pas mal. Donc il a 16 matchs joués, 16 matchs titularisés d'ailleurs en 2018. En 2019, il avait la même chose en 2017. C'est déjà un bon point, on en reparlera après, mais depuis 3 ans, il n'a pas manqué un seul match, donc ça c'est très intéressant. 0 interception, 1 interception en 2019, pas forcément extrêmement important pour un middle linebacker de faire des interceptions, en tout cas c'est pas ce qu'on attend de leur part. Par contre au niveau des plaquages, forcément ils sont au cœur de la défense et ils font souvent beaucoup de plaquages. Eux et les safety, strong safety souvent font aussi beaucoup de plaquages. Donc 144 plaquages, donc là c'est pas solo, hein. C'est les plaquages cumulés, donc les assists et les solos. 144 plaquages en 2018, 155 en 2019, il a encore augmenté en 2019. 2018, 10 plaquages pour perte, TFL c'est tackle for loss, donc plaquage pour perte. 5 en 2019 seulement, 10 QB hits en 2018, 5 seulement en 2019, 5 sacs en 2018, 3 seulement en 2019. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il a été beaucoup plus agressif en 2018 qu'en 2019, et c'est pas lui qui a choisi d'être agressif, c'est qu'on lui a demandé d'être agressif. Et il a été beaucoup plus au blitz en 2018 qu'en 2019, et en 2018, c'est l'année où Patrick Graham, notre coordinateur défensif, a été son coach des linebackers. Donc ça c'est sûrement pas du hasard, et c'est d'ailleurs, si on va regarder même la suite des stats, c'est sa meilleure année pour l'instant pour moi, même s'il y a 11 plaquages de moins, ça reste 2018. On le voit aussi juste après en pourcentage de complétion sur la passe, donc quand il est amené à marquer un joueur et que le quarterback lance la balle en direction de ce joueur, quel est le pourcentage de passes complétées qui sont réussies ? Donc en 2018 on était qu'à 73,8, alors que ça passe à 83,8 en 2019, donc c'est un peu moins bien, il y a 10% de différence. Les yards gagnés quand le receveur fait une réception, c'était 410 en 2018, 570 en 2019. Donc là encore, l'année 2018 a été meilleure. Yards per target, donc ça veut dire à chaque fois qu'un joueur a été visé, c'était 6,7 en 2018, 7,7 en 2019. Et les yards after catch, 272 il y a 2 ans, 339 cette année. Donc dans l'ensemble de ces stats, même si on regarde les MTKL, donc les missed tackles, les plaquages ratés, c'est 7,7 en 2018 et 10,4 en 2019. Donc dans l'ensemble, il a réalisé une bien meilleure saison en 2018 qu'en 2019, donc au moment où Patrick Graham l'a coaché, ce qui peut expliquer aussi qu'il ait décidé de le faire venir, puisqu'il sait
comment, a priori, utiliser ce joueur pour en tirer le meilleur. Et ça, c'est la petite phrase que je mets ici. Les joueurs font ce que les coachs demandent. C'est pas eux qui vont décider s'il faut blitzer ou pas. C'est ce que les coachs demandent. C'est aux coachs de tirer le meilleur de leurs joueurs en utilisant au mieux leurs forces. Et ça, c'est un point sur lequel a énormément insisté Joe Judge. Et vous le savez, il a fait cette petite phrase où il dit qu'il ne faut pas essayer de forcer des ronds dans des carrés. Enfin, je sais pas trop comment traduire cette phrase en français, mais globalement, c'est ça. Il ne faut pas essayer. En gros, il ne veut pas arriver avec un schéma en disant voilà, j'ai pondu le meilleur schéma du monde et les joueurs vont se démerder pour rentrer dans ce que j'ai besoin d'eux et faire ce qu'on attend d'eux. Non, c'est pas ça. Joe Judge, il a une philosophie et je pense que Patrick Graham a la même, c'est de dire qu'est-ce que sont capables de faire nos joueurs, que sont-ils capables de faire au mieux, quelles sont leurs forces, dites-moi ce qu'ils sont capables de faire, on va l'utiliser au mieux. Et donc c'est a priori ce qui est la philosophie qui était également utilisée en 2018 et pas forcément celle de 2019, puisqu'on voit que eh bien, il a des bien meilleures statistiques, le joueur n'est pas devenu d'un coup moins bon, ce qui est a priori le plus logique, ce serait qu'on l'ait bien mieux utilisé et on va espérer que cette année on l'utilise au mieux. Donc ça peut se traduire par quoi par exemple ? Eh bien on va pas aller demander au middle linebacker d'aller marquer en homme à homme sur une couverture de passe un slot receiver par exemple. Ça on va pas le faire, ou on va faire en sorte de pas trop, en tout cas parce qu'on peut pas toujours avoir les meilleurs match-up comme on veut, mais on va faire en sorte que les schémas tactiques qu'on dessine évitent au middle linebacker d'aller marquer un tight end trop rapide par exemple. Voilà, donc ça c'est vraiment dans le schéma tactique qu'on voit ça, et le but c'est d'essayer de faire en sorte d'utiliser au mieux les forces d'un joueur. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la philosophie de Joe Judge. Maintenant, si on vient au point fort, au point faible, vous voyez que sur certains éléments, il y a des étoiles. Ça veut dire que je vais illustrer ça par un petit exemple vidéo. Donc, première force, il a que 26 ans, donc il est encore jeune. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que il est potentiellement plus résistant aux blessures et il pourrait jouer plus de temps chez nous s'il y a besoin. Il a réalisé 100% des matchs depuis 3 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a fait les 16 matchs en 2017, en 2018 et en 2019, donc il est résistant aux blessures, et ça pour moi c'est une énorme qualité pour un joueur, parce que un joueur qui est blessé, souvent les joueurs qui sont blessés continuent d'être blessés, et c'est rare que quand on commence sa carrière en étant blessé, d'un coup on devienne un joueur qui se blesse plus, c'est quasiment impossible. Donc ça c'est un très bon point pour le joueur. C'est un vrai leader, c'est le QB de la défense, vous allez souvent le voir en train de faire des grands gestes. C'est le rôle du middle linebacker, mais c'était assez flagrant quand j'ai regardé les quelques matchs que j'ai regardé de lui. C'est vraiment lui qui donne le tempo, qui va faire les changements s'il y en a besoin, qui peut faire éventuellement des audibles, qui va recaler tout le monde, qui va dire à son obstacle de décaler vers la gauche, la droite, etc. C'est vraiment lui le chef d'orchestre de cette défense. La défense contre la course reste sa force principale. Il fait beaucoup de plaquages d'ailleurs contre les running backs adverses. Il sait faire preuve de puissance quand il en a besoin, on va le voir d'ailleurs sur cet exemple. Et par contre, dans les côtés un peu négatifs, on en parlera un peu tout à l'heure, il va parfois manquer un peu d'agressivité. Mais là, on va voir tout de suite un bon exemple d'un beau plaquage sur une course. Donc sur cette action, c'est un jeu en toss, c'est-à-dire que le quarterback va se retourner, envoyer la balle au running back. C'est un jeu sur l'extérieur. Le running back va attaquer l'extérieur de la ligne, et Blake Martinez, vous le voyez, il est situé ici, le numéro 50. Sur toutes les vidéos qu'on va présenter, c'est toujours le numéro 50, ça va pas changer évidemment. Donc là vous voyez, il est un peu décalé sur la droite. Si on regarde les hash marks, il a un peu plus de distance à parcourir, mais il va prendre exactement le bon angle. Il va avoir la vitesse qu'il faut pour arriver au bon moment sur le running back, et il va pouvoir lui mettre en plus un bon contact au moment du plaquage. Donc là, Kirk Cousins se retourne, il envoie la balle au running. Vous voyez là, il est lancé pleine vitesse, Martinez, numéro 50. Il arrive exactement au bon endroit, au bon moment. Et surtout, il met un bon contact. Ça, c'est ce qu'on aime bien voir sur les linebackers. C'est forcément dès qu'il y a l'occasion d'aller punir le running back, il faut le faire absolument. Là, on est presque à la limite de la faute d'ailleurs, parce qu'on est casque contre casque, mais en tout cas, c'est passé sur ce jeu-là. Et donc, ce qu'on aime bien voir aussi, c'est qu'il ne va pas encaisser le choc, Martinez, mais c'est lui qui va mettre le choc, et il fait reculer le running back pour un gain de 0 yard sur ce jeu. Donc, une action parfaite, même s'il n'est pas bloqué, c'est pas forcément l'action la plus compliquée de sa vie, mais il prend exactement le bon angle, la bonne vitesse, et il arrive au bon moment pour faire le plaqué pour 0 yard du running back. Il est toujours autour de la balle, il est souvent bien placé aussi, ça c'est intéressant, puisque il arrive à sentir le jeu, et bon, alors il est au milieu de la défense, donc c'est normal que souvent ce soit lui qui arrive
au bon endroit au bon moment, puisqu'il a plus de facilité à se déplacer, à arriver au bon endroit, mais c'est aussi pour ça qu'il fait beaucoup de plaquages. Donc il ne s'avoue pas vraiment vaincu, pas souvent, donc il va souvent faire l'effort d'aller au plaquage. Ça c'est intéressant, puisque ça peut arriver aussi que on a l'impression qu'un joueur va faire un plaquage, puis finalement l'attaquant arrive à se libérer du marquage, et il faut qu'il y ait quelqu'un derrière pour assurer. Donc ce que j'ai vu dans certaines vidéos aussi que j'ai regardé de personnes qui décrivaient le jeu de Blake Martinez, c'est ah oui, il arrive, il fait qu'un demi-plaquage, il sert quasiment à rien, et ça lui fait une stat, et il a un plaquage en plus, et c'est pour ça que ses stats en termes de plaquage sont énormes. Bah oui, peut-être, mais sauf que il faut quand même le faire, cet effort-là, et je trouve que c'est intéressant quand même que le middle linebacker soit toujours là où se passe l'action. Il est également patient, ça veut dire qu'il va, quand il y a besoin, laisser le jeu venir à lui et pas forcément attaquer comme une balle et au risque de se faire prendre. Et donc sur cet exemple, on le voit plutôt bien. Sur cette action, donc c'est un jeu off-tackle, c'est-à-dire que le running va prendre le ballon à hand-off directement du quarterback et il va partir sur l'extérieur de la ligne. Blake Martinez ici est du bon côté et vous allez voir la patience dont il va faire preuve, puisque le running back aura le choix d'aller soit à gauche, soit à droite, et Martinez va parfaitement attendre que le running back prenne son choix pour faire quoi que ce soit. Donc regardez-le. Là, il le voit partir. Il est derrière un joueur, Martinez ici. Et le running back, à ce moment-là du jeu, a deux possibilités. Soit il continue, il part ici, soit il revient, il cut back à l'intérieur. Vous voyez que le D-line là est bien bloqué par le numéro 71. Donc il y a deux possibilités. Martinez est en gros 1 contre 2, enfin 1 contre 1 avec le running back, puisque les deux bloqueurs là sont en double team sur le defensive line ici. Donc Martinez doit absolument faire attention à ne pas se faire avoir là-dessus. Et donc la patience dont il va faire preuve, c'est ça. Il va attendre vraiment que le running back prenne sa décision. Et là, il va aller au plaquage. Donc, il y a un peu de yard qui est gagné, mais il évite le pire et il fait en sorte que... D'ailleurs, il loupe quasiment son plaquage. Là, ça, c'est intéressant de voir ça. Il arrive un peu trop haut. Sur l'action d'avant, on l'a vu, il est arrivé haut aussi, mais il a bien assuré le plaquage. Ici, il loupe quasiment le plaquage, mais sur un deuxième effort, il arrive à pousser le running back en touche. Et donc, voilà. Donc, la patience de Martinez sur cette action. J'ai mis également... entre les deux, puisque j'ai pas réussi à déterminer si c'était des points forts ou des points faibles. Pour moi, c'est des points qui sont lambda, c'est-à-dire qu'en couverture, en man-to-man, il n'est pas mauvais, il n'est pas excellent non plus, mais je l'ai rarement vu se faire prendre. Alors on va voir une vidéo juste après où sur un tracé, alors c'est pas du man-to-man, c'est de la zone, mais sur un tracé, il se fait mettre à l'amende, mais c'est assez spécifique. Mais globalement, sur des tracés qui sont des tracés de tight end ou beaucoup de tracés aussi de running back, des tracés flat, des petits tracés sur l'extérieur, eh bien il est parfaitement au marquage et il fait le boulot. Donc là, pour moi, c'est pas un point faible, c'est pas vraiment un point fort non plus, mais c'est pas un point faible. Autre point que j'ai pas réussi à mettre soit dans les points forts, soit dans les points faibles, c'est encaisser les blocs, puisque parfois il l'a fait bien, parfois il l'a fait un peu moins bien, et sur l'exemple qu'on voit tout de suite, là il l'a fait extrêmement bien. Sur cette action, Blake Martinez est ici, ça va être de nouveau une course qui va se passer sur la gauche de l'attaque. Ce qu'il faut voir ici, c'est que le numéro 88, le tight end, va venir essayer de bloquer Blake Martinez ici. Et donc ce qui est important pour un linebacker, c'est de savoir encaisser ces chocs, de ne pas reculer et par la force, souvent, d'essayer de prendre le meilleur sur son adversaire. Parfois, ça arrive qu'on essaie de les prendre de vitesse également, mais il faut savoir encaisser ce premier bloc pour aller faire le plaquage derrière. Donc, si on avance ce jeu... Regardez le numéro 88, là tout de suite, il va vers le middle linebacker. Martinez, il a lu que ça allait se passer vers la gauche, donc il attaque. La première chose que Martinez fait bien, c'est qu'il va boucher le trou. Ça, c'est important quand on est linebacker. Là, il arrive ici et il bouge ce premier trou, donc pas de possibilité pour le running back d'aller ici, même si de toute façon le jeu ne devait pas, je pense en priorité, arriver là. Il devait plutôt partir sur la gauche, mais c'est bien joué ici de Martinez, puisqu'il empêche le running back d'aller de ce côté-là. Donc il oblige... le running back à prendre sa décision et aller sur la gauche du jeu. Et regardez Martinez ici, il encaisse parfaitement bien ce choc, il le voit arriver, il baisse l'épaule, il encaisse, et là, par la force, avec le bras droit, vous voyez, il le maintient avec le bras droit, et là il impose sa force là-dessus, donc c'est pas lui qui va faire le plaquage, mais c'était intéressant de le voir quand même, puisque
on parle aussi, hein, évidemment, pour les linebackers, d'être suffisamment puissants pour savoir faire ce genre de jeu. Et là, c'est ce qu'il fait parfaitement bien. Vous voyez, là, il le martyrise un peu derrière le linebacker, là, le tight end, pardon. Le tight end qui a du mal à rester debout. Et donc Martinez, si jamais le plaqué n'avait pas pu être assuré par le reste de la défense, il était là, si besoin. On l'a dit, hein, il est souvent au bon endroit, au bon moment, Martinez. Donc là, c'est un nouvel exemple de ça. Je mettais dans les points forts qu'il était patient, mais parfois il est un peu trop. Et du coup, ce qui se transforme presque en un manque d'agressivité. Et donc, sur cet exemple, il va pas combler le gap et il va laisser trop d'espace pour le running back qui va gagner derrière beaucoup de terrain. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on disait que c'était bien, il était patient, Martinez, mais attention, il faut savoir aussi être agressif quand il le faut. Et ici, il fait preuve de trop de patience, voire de passivité sur ce jeu. Un jeu qui semblait quasiment anodin à la base, donc remise ici sur la gauche de l'attaque. Et finalement, le running back va voir qu'il y a un trou qui va se libérer sur la droite, donc il va faire un cutback ici et il va courir sur la droite. La faute de Martinez qui est, là on le voit pas très bien, donc je vous le situe, il est situé ici. Regardez ce qui va se passer. Le jeu démarre. Regardez la différence entre Martinez et le linebacker qui est à sa droite sur la vitesse qu'ils sont en train de prendre et le positionnement qu'ils ont surtout. Là, si j'avance encore un tout petit peu, au moment où le running back décide de faire son cutback, voilà, si on trace une ligne ici, parallèle au terrain, vous voyez que Martinez est bien plus reculé que son outside linebacker. Et donc, ce qui va permettre ici de faire un cutback au running back. Et ce qu'aurait dû faire, pour moi, après, je ne sais pas exactement, peut-être que le jeu avait été prévu comme ça, mais ça m'étonnerait. Ce qu'aurait dû faire Martinez, c'est d'avancer de 2-3 yards supplémentaires et de venir fermer ce trou ici pour empêcher le running back de se dire qu'il allait faire un cutback et l'obliger à prendre sa décision, comme on l'a vu dans l'action précédente. Ici, il est beaucoup trop en retrait et le running back va pouvoir se faufiler ici et venir gagner beaucoup de terrain, puisque d'ailleurs même il va faire une course de 75 yards derrière et marquer le touchdown. Donc regardez, trop attentiste là-dessus Martinez, qui laisse le jeu trop venir à lui. Il prend le bloc, là il n'arrive pas à s'en séparer, forcément cette fois-ci c'est en line, c'est un peu plus lourd que le tight end qu'on a vu tout à l'heure, et le running back est parti et derrière c'est foutu, impossible de le rattraper et il marque le touchdown de 75 yards. Autre point négatif, il manque un peu de vitesse, il est parfois pas assez athlétique. Ça c'est dommage puisque du coup souvent ce qu'on entend c'est que c'est les middle linebackers qui sont un peu old school, un peu plus lourds. Maintenant les linebackers ont tendance à être un peu plus athlétiques. La grosse différence pour moi dans les défenseurs, c'est les defensive ends qui étaient vraiment monstrueux avant, qui étaient beaucoup plus lourds, maintenant qui sont un peu plus légers et beaucoup plus athlétiques. C'est vrai que Martinez il reste un peu dans cette tranche old school des linebackers. Dernier extrait vidéo que l'on va voir, Blake Martinez situé ici derrière sa défense. Donc c'est un jeu de passe de la part des Vikings. Et on va avancer, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Il est en zone ici, Martinez. Il voit le slot receveur qui part. Il va le suivre, très bien joué jusqu'à maintenant. Regardez, à ce moment-là du jeu, il y a le corner qui est un peu à la traîne derrière et qui essaye d'accélérer pour rattraper son receveur. Martinez qui est devant, donc là il est parfaitement bien pris, le receveur. Sauf que le problème ici, c'est que Kirk Cousins a beaucoup trop de temps pour lancer ce ballon. J'ai chronométré, il a à peu près 3 secondes et demie, 4 secondes là-dessus, donc c'est beaucoup trop long. Et donc, là c'est un tracé très spécifique. Vous voyez là, le receveur qui est en train de s'arrêter net. Et là, si vous regardez les deux défenseurs, complètement aux fraises, Martinez qui est allé beaucoup trop loin, et encore pire, le slot corner qui est... Alors lui, il met vraiment 3 plombes à s'arrêter, mais là-dessus, sur un jeu comme ça, on aurait aimé voir un peu plus de rapidité, de vitesse et de capacité de changement de direction de Martinez, qui est forcément plus lourd que ce receveur, hein, le changement de direction est forcément un peu plus rapide. Je pense qu'aucun linebacker de NFL est capable de marquer un receveur sur ce tracé-là. C'est quasiment impossible puisque c'est un tracé qu'on ne voit pas souvent dans tous les cas. Le receveur fait un tracé parfait, il est lancé pleine vitesse, d'un coup il s'arrête, c'est quasiment impossible de le suivre. Peut-être qu'un corner pourrait faire le boulot, mais un linebacker, c'est quasiment sûr que non. Ce qu'on regrette là-dessus, c'est qu'il soit pas un peu plus athlétique et qu'il soit pas capable de revenir plus rapidement. Et là, on a l'impression, il sprint, mais on a l'impression qu'il est pas vraiment à fond et que voilà, on aurait aimé en tout cas qu'il puisse peut-être le rattraper ou au moment où il fait le changement de direction être plus rapidement sur lui. Voilà, c'est petit manque là-dessus. Donc c'est sur cette action, je pense qu'il y avait dans tous les cas rien à faire. Il y a des actions qui sont un peu plus évidentes, mais sur celle-là, on voit quand même, on aurait aimé vraiment le voir revenir plus rapidement sur le receveur. La couverture de zone, on l'a évoqué un peu tout à l'heure.
elle est assez moyenne. Ça arrive qu'il soit au milieu du terrain, il soit un peu perdu, il sache pas vraiment quel joueur il doit aller marquer. Donc ça, c'est un peu problématique. Il doit s'améliorer sur ce point-là, mais on peut compter aussi sur nos coachs pour faire ce qu'il faut. En 2019, il a 10% de plaquage manqué, ça c'est important, c'est beaucoup. Littleton était aux alentours des 3-4. Je crois que Josh Hobart était aussi autour des 10, mais c'est important d'assurer les plaquages. Donc, malgré tout, il fait quand même énormément de plaquages, 155 la saison dernière, mais ça peut être décisif parfois, vraiment d'assurer ses plaquages et de faire ce qu'il faut, surtout quand on est la pièce centrale de la défense. Une lecture parfois un peu trop lente, c'est-à-dire qu'il va mettre du temps à réagir pour savoir où va le jeu exactement, surtout sur des jeux qui sont un peu des trick plays. Donc il arrive, j'ai vu certains jeux où il va à gauche, à droite, il se fait avoir un coup sur deux. Alors c'est assez classique, hein. De toute façon c'est compliqué de toujours réussir à bien lire, mais c'est vrai qu'on aimerait parfois qu'il soit un peu plus rapide pour lire l'action et arriver plus vite sur le joueur et faire le plaqué plus rapidement. Également, dernier point négatif, efficacité sur les gains courts. Ça, je l'ai vu plusieurs fois sur plusieurs matchs où il reste un yard et demi à gagner. Et je l'ai trouvé pas assez agressif et pas assez bon sur le plaquage. Un ensemble de tous ces points négatifs qui se caractérisent ici sur l'efficacité sur les gains courts, alors qu'il avait la possibilité de faire le plaquage au bon moment et empêcher le joueur de gagner ce yard qui le séparait du touchdown. Et bien finalement il le laisse passer et c'est un touchdown qui est marqué alors que c'était la responsabilité de Martinez de faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà, donc globalement par rapport à tout ce que j'ai pu lire, je trouve que c'est un meilleur joueur que ce qu'on a entendu. Pour certains, c'était la catastrophe. Alors, on nous a dit que c'était terrible, Martinez, ça va être absolument affreux. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est un très bon joueur. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un bien meilleur joueur, en tout cas à l'heure actuelle, qu'Ogletree, et que c'est un vrai upgrade pour nous. Et globalement, d'ailleurs, sur l'ensemble de cette free agency, on a quand même bien upgrade notre défense. Donc, pour moi, ça reste... évidemment, on va voir ce qu'il va donner sur les premiers matchs, mais je suis plus positif que certains avis que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Voilà, j'espère que cette petite analyse du joueur aura été intéressante. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des remarques, si vous avez des idées pour améliorer cette petite vidéo et si vous souhaitez en voir d'autres sur d'autres joueurs. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt sur New York Giants FR. À plus tout le monde, ciao.